Donc moi, ma présentation va être beaucoup plus pragmatique à partir de notre petite expérience sur la présentation axiale des maladies de pompe. Donc au travers des différentes études de cohorte, il apparaît que la maladie de pompe de début tardif chez l'adulte débute aux alentours de 30 ans avec une présentation souvent de myopathie des ceintures avec une atteinte préférentielle de la ceinture pelvienne associée ou non à une atteinte axiale. L'atteinte respiratoire peut être isolée, inaugurale, et vous savez que c'est une des caractéristiques de la maladie de pompe. Dans toutes ces études de cohorte, il est difficile parfois sur la lecture des données cliniques de différencier l'atteinte axiale et de l'atteinte pelvienne et de savoir si l'une précède l'autre au stade initial de la maladie. Cette atteinte axiale peut être soit déficitaire, responsable d'une attitude camptocormique, soit rétractile, comme Pascal Laforêt l'a montré récemment, par rétraction des muscles extenseurs du rachis, donnant des tableaux de rigid spine. Donc, je suis repartie aux sources et je me suis posé la question de savoir comment, à la phase initiale d'une atteinte myopathique, quelle qu'elle soit, on pouvait essayer de rechercher une atteinte axiale. Donc d'abord par l'interrogatoire, en demandant au patient s'il avait des difficultés pour se mobiliser en décubitus dorsal, savoir s'il avait des difficultés pour passer de la position allongée à la position assise, savoir s'il avait des difficultés pour se tenir droit ou s'il avait une impression de tête lourde orientant vers une tête tombante. Il faut savoir que sur le plan clinique, tous les muscles responsables de la statique rachidienne peuvent être étudiés de façon isolée. Tout d'abord, on peut étudier les extenseurs du tronc, qui sont des muscles très puissants, correspondant à toute la musculature paraspinale, auquel s'associent le grand dorsal, les trapèzes et le carré des lombes. L'examen est relativement simple, en demandant au patient de se mettre en décubitus ventral, et on lui demande de soulever le tronc. J'ai pas de clé. De soulever donc le tronc. Non, je vois. Bon, bah, vous voyez sur les photos, de soulever la tête et le tronc. Soit il y arrive parfaitement, donc il n'y a pas d'anomalie clinique, soit lors de cette manœuvre, on observe donc une flexion passive de hanche, et ça oriente vers un déficit des extenseurs de hanche. Et vous savez que le principal extenseur de hanche est le grand fessier. Soit il n'arrive pas du tout à soulever la tête ou le tronc. Dans ce cas-là, on s'orientera donc vers une atteinte sévère des extenseurs du rachis. Ce que l'on peut aussi étudier, c'est les manœuvres d'élévation et d'abaissement des membres inférieurs. Quand on demande aux patients en décubitus dorsal d'élever les deux membres inférieurs, jambes tendues, on étudie avant tout les fléchisseurs de hanche. Les fléchisseurs de hanche sont capables d'élever seuls les membres inférieurs. Donc vous savez que ce sont essentiellement le psoas, le droit antérieur, le tenseur du fascia lata et le muscle couturier. Par contre, si l'on veut étudier la musculature abdominale, il vaut mieux étudier les manœuvres d'abaissement des membres inférieurs, en demandant donc aux patients de mettre ces deux membres inférieurs l'une après l'autre à 90 degrés sur le bassin et d'abaisser très lentement. Et soit la musculature abdominale est correcte et cette manœuvre se fait sans attitude hyperlordotique, soit les abdominaux sont déficitaires, ils ne peuvent pas lutter contre le poids des jambes et la puissance des fléchisseurs de hanche. Et dans ce cas-là, on voit apparaître une version postérieure du bassin et une attitude hyperlordotique, et on peut chiffrer l'angulation entre la table d'examen et les membres inférieurs à partir du moment où apparaît cette attitude hyperlordotique. On peut enfin étudier l'élévation antérieure du tronc qui permet l'étude, là encore, des abdominaux et des fléchisseurs de hanche, en sachant que les fléchisseurs de hanche interviennent dès que les omoplates se décollent du plan de la table. Donc le patient est en décubitus dorsal, soit les membres supérieurs au-dessus de la tête, soit les membres supérieurs croisés sur l'abdomen, et on lui demande de façon relativement lente d'élever donc la tête, les épaules et le tronc jusqu'à venir s'asseoir. Donc si on effectue cette manœuvre genou fléchi, on diminue la participation des fléchisseurs de hanche, donc on peut sensibiliser cette manœuvre. Là encore, s'il y a un déficit des abdominaux, le patient aura du mal
à élever le tronc et apparaîtra là aussi une attitude hyperlordotique lombaire du fait de la mise en jeu des fléchisseurs de hanche. Parfois, donc, lorsque le déficit est plus marqué chez nos patients myopathes, ils peuvent céder par les bras, ce qui met en jeu plus précocement les fléchisseurs de hanche et pallie ainsi le déficit des abdominaux. Enfin, on peut rechercher un déficit de la flexion antérieure du cou. On étudie alors le long du cou et le grand droit antérieur de la tête, et de façon accessoire, les sternos, les scalènes, les muscles sus-et-sous-hyoïdiens. Donc là encore, on demande aux patients de façon relativement lente de décoller la tête du plomb du lit et d'enrouler la tête jusqu'à ce que son menton vienne toucher le sternum. Donc lorsqu'il y a un déficit des fléchisseurs antérieurs du cou, il parvient simplement, comme c'est noté donc ici sur cette photo, il parvient simplement à décoller la tête sans pouvoir enrouler le cou, et cela est dû simplement à l'action des sternocléidomastoïdiens. Donc, fort de tout cela, j'ai repris nos dossiers pompes. Les patients suivis donc, dans le service pour une maladie de pompe, je les ai réinterrogés récemment pour savoir s'ils avaient à l'interrogatoire des signes d'atteinte précoce axiaux. Donc, vous voyez tout d'abord que l'âge de survenue est en moyenne, donc, comme c'est noté dans la littérature, donc d'une 30aine d'années. À l'anamnèse, donc clairement, 4 patients avaient donc une difficulté axiale, c'est-à-dire qu'ils décrivaient tous des grandes difficultés pour s'asseoir, de passer de la position décubitus dorsale à la position assise sans l'aide des mains, et ça de façon antérieure par exemple à la perte ou à la difficulté à la course. On a notamment donc ces 2 hommes qui décrivent dès la fin de l'adolescence de grandes difficultés pour se mobiliser en décubitus dorsal, alors que tous 2 ont fait leur service militaire et l'un dans les chasseurs alpins sans aucune difficulté. Donc, lorsque on les a examinés donc, longtemps après le début de la maladie, en moyenne donc 6 à 10 ans, l'atteinte axiale était associée à l'atteinte pelvienne, parfois un petit peu plus marquée, mais toujours associée. Donc, j'ai repris le dossier de cette patiente, donc, qui est une patiente qu'on a vue récemment dans le service, qui n'a pas d'antécédent en dehors d'une hémochromatose dont elle n'est pas atteinte. Elle travaille comme secrétaire et a 3 enfants, et depuis l'adolescence, elle présente une attitude scoliotique avec de grandes difficultés, notamment lors des cours de gym, à passer de la position couchée à la position assise, notamment à chaque fois qu'on leur faisait faire des roulades, il lui était impossible de se relever dès qu'elle était en décubitus dorsal. Et dans ce contexte, vers l'âge de 40 ans, elle a présenté une attitude camptocormique avec une grande difficulté à rester en position debout. Et c'est à ce moment-là que sont apparues les difficultés à la montée des escaliers. À l'examen clinique, donc, on a une marche qui était très discrètement ondinante avec une nette hyperlordose lombaire et donc une attitude camptocormique spontanée, sans signe du tabouret et sans déficit de la ceinture scapulaire. Donc en décubitus dorsal, il lui était impossible de se tourner sur le côté, de s'asseoir sans aide, et elle ne pouvait pas relever la tête contre résistance. Donc il y avait quand même une atteinte axiale que je considérais plus marquée que l'atteinte pelvienne. Il n'y avait aucune atteinte respiratoire. Son scanner musculaire met en évidence donc une nette ici atrophie des muscles paraspinaux, alors que les muscles, donc il y a aussi à mon sens une atteinte du grand fessier. Et au niveau de la loge quadricipitale, vous avez ici une petite atteinte atrophique à ce niveau. Elle a bénéficié d'un examen, d'un examen EMG où j'ai piqué donc ses paravertébraux à 2 niveaux, dorsaux et lombaires, et on met en évidence donc des activités de repos à type de décharge dans le monde positif et quelques fibrillations. Il n'y avait pas d'averse myotonique, même si ça a été décrit dans la maladie de Pompe, pas d'activité de type décharge répétitive complexe. Elle a ensuite eu une biopsie qui était ultra classique de maladie de Pompe, montrant une myopathie vaculaire, PAS positive, phosphatase acide positive. Et donc, le diagnostic a été confirmé
en mettant donc par le dosage de la maltazacide sur les lymphocytes. Donc, deux petits messages. Donc, parfois, il faut savoir réinterroger les patients pour voir si l'atteinte axiale, ça peut avoir un intérêt, précédait l'atteinte pelvienne et qu'il ne faut pas hésiter, donc, chez tout patient présentant une atteinte axiale, à aller piquer les musculatures paravertébrales. Alors, c'est classique, hein, c'est décrit que la maladie de Pompe se caractérise par une abondance d'activité de repos dans les muscles paravertébraux, mais je voulais vous le remontrer à propos de cette observation. Merci.